Grande Gueule sur RMC Story, Marianne Soubré, Didier Giraud et Thibault Langsade. Et parlons du président, pour qui rien n'est trop beau. Invité sur la Côte d'Azur, on ferme la promenade des Anglais pour le président chinois. Il arrive à Paris, c'est Angela Merkel qui le rejoint demain avec Emmanuel Macron. Oui, le président chinois est en France et on s'incline devant la toute-puissance chinoise. Et les GG veulent savoir si on a raison ou s'il faudrait quand même essayer de montrer qu'on existe quand même face aux géants chinois. 32-16 pour le dire aux grandes gueules. RMC, les grandes gueules veulent savoir. La position de l'Europe, au fond, n'est pas si mauvaise, car la Chine ayant besoin de partenaires, l'Europe peut vendre ses partenariats en imposant un certain nombre de conditions, et notamment en faisant respecter ses valeurs. Voilà, témoin, un économiste spécialisé dans les questions chinoises. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que de s'incliner et de dire oui à tout ce que veut le président chinois? En tout cas, il est bien reçu, Xi Jinping. Il a été reçu hier soir à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, par le président Macron. Dîner privé, visite d'État inédite dans la petite principauté de Monaco. Ensuite, il a passé la nuit dans le prestigieux hôtel Negresco de Nice. Il arrive à Paris en début d'après-midi. En fait, la visite officielle commence vraiment aujourd'hui. Il sera accueilli sous l'arc de triomphe par Emmanuel Macron vers 14h30. Ensuite, dîner officiel. Et puis ensuite, c'est Angela Merkel qui rejoint tout ce petit beau monde demain à Paris pour une réunion entre la France, l'Allemagne et la Chine. Rien n'est trop beau pour celui qui vient en France, avec bien sûr les contrats commerciaux à la clé, mais aussi la volonté pour la Chine de s'implanter en Europe. La route de la soie, ça c'est plutôt d'ailleurs l'Italie qui est concernée. Alors est-ce qu'on a raison de dérouler le tapis rouge? Rien n'est trop beau pour les Chinois. Il y a quelques années, lorsque un président français allait en Chine ou recevait le président chinois, il y avait toujours cette question, il faut lui parler des droits de l'homme, il ne faut pas oublier quand même que la Chine, c'est un régime autocratique, il y a des prisonniers politiques. Alors là maintenant, on ne demande plus rien à Emmanuel Macron. On le reçoit, le président chinois, sans contrepartie. Alors, juste rappeler qu'en 2018, la Chine a investi 2 milliards en France. Peut-être que ceci explique cela aussi, monsieur Langsade. D'abord, c'est la deuxième puissance mondiale, après les États-Unis. Si on veut on a perdu le match. Bon, on a perdu le match. Nous, on est 7e puissance. Et si on veut ramener le poids puissance, c'est 15 milliards de PIB. La France, c'est 2300. Ils sont à 1,5 milliard. Donc, on va dire, dans une logique, on va dire, bien évidente, on reçoit un chef d'État et on sait plutôt bien recevoir en France. Est-ce qu'il faut se baisser? Non, on ne se baisse pas. Il y a un protocole qui existe depuis la nuit des temps où chaque chef d'État va devant l'Arc de Triomphe déposer une gerbe devant le soldat inconnu. Il y a des mesures de sécurité qui sont proportionnées, on va dire, à la notoriété et à la puissance du chef d'État, ce qui est le cas quand Trump vient ou quand Angela Merkel vient. Donc, c'est un partenaire financier important. Mais j'ai envie de dire, ça devrait mettre en exergue ce que la France pèse dans le monde par rapport à la Chine. Et une fois de plus, on pèsera dans une logique européenne, et que je trouve ça plutôt habile qu'Angela Merkel soit là dans ce déplacement officiel pour peser. On a le même PIB européen que la Chine. On a 750 millions d'habitants, c'est-à-dire moitié moins, et on pèse économiquement tout autant. Donc je pense que les rapports peuvent être équilibrés à condition qu'on s'inscrive. On a l'impression que le président chinois il vient faire son marché en Europe. Mais il vient dépenser 2000 milliards alors que notre PIB est de 2300 milliards. C'est un peu démagogique ce que je dis parce que ça se fait sur une durée. Après, il faut être vigilant. Les Chinois ont une capacité à acheter et puis surtout à mettre sur domination. Oui, ce qui se passe en Afrique est absolument dramatique. Les Chinois débarquent avec des investissements très importants au prétexte de la route de la soie, financent des investissements colossaux, soit des ports, des autoroutes. Les États s'endettent, sont dans l'incapacité de pouvoir payer, et ce qui se passe, c'est qu'ils privatisent une fois que les États ne peuvent plus payer. Donc il y a une domination chinoise qui est en train de se faire, un déplacement stratégique de la zone atlantique sur la zone pacifique. Eh bien, nous avons tout intérêt à être fort vigilants, il n'en reste pas moins, qu'on reçoit un chef d'État qui est la deuxième puissance. Bien sûr qu'on a besoin de lui. Les routes de la soie... ça fait appel à l'histoire. Voilà, c'était les marchands qui allaient entre l'Asie, la Chine et l'Europe.
Sauf que là, c'est la Chine qui va venir à nous. C'est-à-dire que moi, les reportages que j'ai vus sur les infrastructures qu'ils sont en train de mettre en place, c'est nos produits vont arriver. C'est sûr. C'est ça, c'est les produits importés de Chine. Partie, donc, oui, on les fait mais nos produits, si tu veux, ça va aller de manière exponentielle. Donc le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, nous. Est-ce que aussi les produits que nous faisons manufacturer en Chine? Soyons aussi cohérents. Oui, bien sûr. Mais les investissements chinois, ça va faire rentrer ce qu'on va manufacturer en Chine, mais ça va faire rentrer aussi du produit chinois. Est-ce que nous, on peut contrer ça, quoi? Est-ce que la route de la soie, on saura en envoyer là-bas? Est-ce que la fatalité de l'Européen, c'est d'être simplement un consommateur des produits chinois? Non, mais ça, c'est autre chose. Là, il faut que l'Europe réagisse. Pour le moment, on a une Europe qui n'est pas unie, soudée. On a une Europe qui n'est pas harmonisée fiscalement, socialement, et donc on n'est pas en capacité de pouvoir œuvrer. Grâce à qui l'Europe fait comme ça? Enfin, je veux dire, non, mais il y a aussi une volonté dans l'Europe d'ouvrir le libéralisme mondial. Il y a des pays qui signent des accords bilatéraux. Est-ce qu'ils ne sont pas libéraux, les Chinois, économiquement? Non, mais tu dis que c'est l'Europe qui va nous sauver. Sauf que dans l'Europe, tout le monde joue pas le même jeu. Je suis d'accord, je suis bien d'accord, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une Europe unie, une Europe soudée pour pouvoir lutter. Unie dans quel sens? Non, mais attends, ça c'est un autre débat. C'est déjà pas mal. Mais comment on se protège? C'est déjà pas mal d'en prendre conscience, mais aujourd'hui on n'en prend pas conscience. Ce que je veux dire, c'est que c'est toute l'utilité de la zone européenne qui doit être unie face justement à un bloc chinois. Si on n'en prend pas conscience. Je crois que le président chinois, ce qu'il voit, c'est d'abord la grande bouche, qui est l'Europe, et une grande bouche solvable, la seule au monde. Voilà, c'est ça qui voit. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Regarde ce qui se passe en Afrique. L'Afrique n'est pas solvable. L'Afrique n'est pas solvable. Ils privatisent l'Afrique. Ils prennent les terres et ils s'assurent une indépendance alimentaire. Oui, c'est joli, mais des baux amphithéotiques, des baux de 99 ans. Et aujourd'hui, je compterai ton argument. Ils sont en train de ramasser toutes les terres arables pour assurer leur indépendance alimentaire. Le seul sujet sur lequel on pouvait rivaliser avec la Chine, c'était sur l'alimentation. La seule guerre qu'on pouvait mener avec la Chine, c'était sur l'alimentation, parce qu'ils sont 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire 1/6 de la planète, et ils n'ont pas 1/6 des terres arables du monde. Voilà, on avait un poids économique, on avait un levier pour rivaliser avec la Chine, c'était sur l'alimentation, mais on est en train de le brader parce qu'on les a laissés s'implanter en Afrique, et au même titre, on les laisse venir chez nous. Moi, je peux vous parler de ce qui se passe en Bourgogne sur la viticulture. Aujourd'hui, les Chinois, les Russes, on fait monter les prix artificiellement parce qu'ils y mettent du dollar, tout simplement, et qu'il n'y a plus un viticulteur bourguignon qui peut s'acheter un domaine. Arrête, parce que Pinault et Bernard Arnault le font tout autant. Alors, ce que je veux dire, c'est que les prix des derniers domaines, ça a été fait par des entrepreneurs français. N'empêche que quand c'est Pinault qui rachète un domaine, il se fait du vin tel qu'il s'est toujours fait du vin dans la région. Quand c'est les Chinois qui rachètent un domaine, ils viennent, ils regardent comment c'est, ils laissent en place l'équipe, le maître de chai, ils amènent leur propre maître de chai, et 10 ans après, ils retournent chez eux, ils plantent de la vigne et ils laissent le domaine à l'abandon ou ils le revendent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, la Chine, ils ont toujours fait ça dans tous les domaines. Il y a 50 ans, ils venaient acheter des reproducteurs en cochon, en vache, en tout ce que tu veux, et demain, ils vont nous balancer du jambon blanc, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et à un moment donné, soit on se protège, soit on leur déroule le tapis rouge, c'est tout. Marianne Soubré. Oui, c'est le problème. En fait, il y a le commissaire allemand justement qui est très inquiet parce que des accords qui sont liés aujourd'hui, notamment par l'Italie, puisque l'Italie va se faire financer dans le port de Gênes, notamment par Trieste aussi. Voilà, Gênes et Trieste, parce que ce qui se passe, c'est que des pays européens qui sont peut-être moins riches en fait que la France par exemple, ayant besoin d'argent, font financer des infrastructures très lourdes par la Chine. Et c'est vrai que la seule réponse cohérente, et là je te rejoins Thibault, c'est que la seule réponse cohérente, c'est que la réponse doit être unanime de toute l'Europe. Tant qu'on aura des pays, avec justement demain, tu as Angela Merkel qui vient en France, donc effectivement peut-être qu'on va structurer une réponse de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Maintenant, on peut pas se passer non plus de la Chine. On est passé à côté de la Russie, on passe complètement à côté de la Russie, on passe à côté de la Chine, et effectivement.
On a complètement oublié l'Afrique. À un moment, alors c'est terrible parce que on est uniquement dans des visées économiques, mais dans les visées économiques, il faut qu'on ait de toute façon des liens avec la Chine. Après, j'espère, je compte sur le en même temps d'Emmanuel Macron. C'est quoi le... Je sais pas ce que c'est le en même temps là. Quand tu poses la question de savoir est-ce qu'on doit lui dérouler le tapis rouge, j'espère que dans le en même temps d'Emmanuel Macron, à la fois il lui déroulera le tapis rouge, on va signer des choses économiquement, on va dire, souhaitables pour la France et pour l'Europe, mais ça serait bien de rappeler aussi que nous veillons à ce que la Chine respecte certains droits de l'homme, etc. Il l'a fait devant Poutine, il peut le faire devant le président chinois. Mais moi, pour le moment, les investissements, je les vois à sens unique là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise sous tutelle. Tu dis, ce sont des produits qui seront manufacturés aussi par des entreprises françaises, mais c'est quand même dans un sens, c'est unilatéral. Si tu veux, là aujourd'hui, on a la toute puissance chinoise qui, je construis pour vous, vous venez produire avec mes ouvriers et ensuite je vous renvoie vos produits. Donc, si tu veux, c'est pas un cercle économique vertueux pour le moment de ce que je vois. Thibault Langsade, c'est une position dominante qu'ils essayent d'avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de contrer la position dominante? Oui, tu peux contrer une position. Tu contres dans une. Non mais il y a un moment où il faut rappeler le poids puissance. Le PIB de l'Europe est à peu près le même que celui de la Chine. Donc si on a une Europe unie et harmonisée, sauf qu'on l'a pas. On devrait pouvoir... Chaque pays veut jouer sa carte vis-à-vis du chinois. Oui, quoi. Donc c'est le problème. C'est compliqué. Dans ces cas-là, mais qu'est-ce que tu veux dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux lutter avec un pays qui a un PIB à 2300 milliards? Alors tu peux dire, j'arrête de faire fabriquer en Chine. D'abord, il y a beaucoup d'entreprise qui arrêtent et qui reviennent en France pour différentes raisons, parce que c'est moins compétitif. Il y a des raisons humaines, il y a des volontés sur le Made in France. Mais le rapport poids-puissance, il est là. Donc si on veut peser réellement mais face sur à la quel Chine, secteur on est obligé. Mais on peut peser sur tous les secteurs. On peut peser sur tous les secteurs. Il y a 20 ans, on se gargarisait parce qu'on vendait nos Airbus à la Chine. Les Airbus, la Chine a dit, on va vous acheter des Airbus à condition que vous mettiez les usines de montage chez nous. Aujourd'hui, ils produisent leurs propres avions. Et donc, d'une certaine façon, maintenant, il va falloir qu'on inverse cette politique et que la seule façon de pouvoir les contrer, c'est d'être unis avec les Allemands, avec les Anglais, avec les Italiens, avec les Espagnols, de pouvoir réindustrialiser. Avec les Anglais, ça va être compliqué maintenant. Bon, après, il y aura un autre phénomène, c'est que d'abord la croissance est en train de ralentir en Chine, même si les chiffres de la croissance sont une alchimie assez curieuse, et que l'ensemble on va dire de l'économie est en surchauffe avec des investissements massifs qui n'arriveront peut-être plus à financer. Donc il y a un pari qui est dangereux. Sur l'Union de l'Europe, Thibault, des pays comme l'Europe de l'Est où le SMIC est globalement le salaire moyen est globalement 10 fois moins que chez nous, tu peux pas empêcher les gens à essayer de faire du business avec la Chine. Mais du coup, ça te donne une excellente. Mais donc, du coup, ça te donne une excellente réponse de pouvoir faire manufacturer dans des pays qui sont encore attractifs une partie de ce que tu faisais réaliser en Chine. Tu vois, Cyril m'écrit en 40 ans la Chine. Voilà ce qu'il m'écrit sur Twitter, Cyril. En 40 ans, la Chine est passée de la 11e puissance économique à la 2e, bientôt la 1re. La faute aux Occidentaux arrogants, avides de profit, qui ont pratiqué le transfert technologique à outrance vers la Chine. Voilà ce que m'écrit Cyril sur Internet, rmc.fr. Moi, je crois que l'agriculture, c'est un parfait exemple. Il y a 50 ans, on leur vendait des producteurs, que ce soit en bovin, en porcin. Aujourd'hui, ils vont nous renvoyer du produit fini. Mais il y a 400 ans avant Jésus-Christ, quand ils achetaient des oliviers, ils demandaient à ce qu'on plante les oliviers en Chine plutôt que de faire venir des olives du sud de la France. Donc, ils ont toujours été ainsi, on a l'impression qu'on le découvre, mais non, c'est la réalité. Ils ont toujours la même stratégie. Ils ont toujours la même stratégie. Après, faut pas être naïf. On a quand même mis des normes pour éviter justement que les produits chinois dangereux rentrent chez nous, etc. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, ils font voler des avions. Aujourd'hui, ils font des smartphones et ils font voler des avions. Marianne, c'est exactement ce que me dit Pat. Pat qui m'écrit. C'est pas mauvais. Alors, écoute bien, il me dit, on s'habille chinois. On téléphone chinois, on regarde la télé, c'est chinois. Ah bon? Me dit-il. Ah oui, pas les programmes. Non, la fabrication. On est dans l'acceptation, dans l'échine courbée. Nous sommes en train de devenir les sujets de l'empire chinois. Et bien voilà, c'est fini. Nous avons capitulé, m'écrit-il sur Internet. Excusez-moi, démontre-moi en quoi c'est mieux d'acheter un smartphone américain qu'un smartphone chinois. En l'occurrence, le smartphone américain
américain, il y a une bonne probabilité qu'il soit produit en Chine. En plus, le smartphone américain, il est produit en Chine. Il y a certaines normes, par exemple, qui sont importantes, et c'est pour ça que, par exemple, aller sur le Made in France, sur de l'habillement ou autre, même si il n'y a pas du Made in France en smartphone. Non, mais d'accord, mais là, moi, je te parle au moins sur l'habillement, sur l'alimentation, tu peux faire attention, parce que si c'est pour, alors c'est vrai que la Chine, qui partait de très très loin, a un peu remis, on va dire, à niveau ses règles en matière de droit du travail, mais quand même, il y a toujours des enfants, à mon avis, qui travaillent dans les usines, il y a toujours des conditions qui sont extrêmement dangereuses, donc on peut faire attention aussi à la façon dont on s'habille. Ça, on peut faire attention. Non, mais c'est surtout qu'Olivier, sur le smartphone, enfin, faut dire quand même l'ordre du monde, quoi. Enfin, on va te casser les bonbons parce que tu vas faire 50 bornes les matins avec ta bagnole qui roule au diesel, mais par contre, tu vas extraire des métaux précieux par des gosses dans des mines en Afrique, tu vas y envoyer fabriquer en Chine, ça va retourner aux États-Unis pour être assemblé, pour revenir chez toi sous la forme d'un téléphone, et ça pose de problème à personne, quoi. Non. Ça pose de problème à personne. Mais quand toi, tu vas faire 30 bornes avec ta bagnole diesel, on va te faire chier, quoi. Moi, ça commence à m'énerver, cet ordre du monde, là. C'est quand même un ordre du monde assez particulier, quoi. Eh bien, c'est sur ce coup de gueule du philosophe Didier Giraud que nous conclurons provisoirement ce chapitre. Alors là, t'exagères. C'est fini. Là, c'est râpé, monsieur Thibault Langsat. Dans un instant, le match des GG. Nous, on vous envoie dans le Beaujolais. Ça, c'est du Made in France, mesdames et messieurs. C'est le match des GG. C'est bien de chez nous. Restez avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.